Je ne sais pas si on va encore à Gênes. Probablement, Gênes n'est plus une destination touristique majeure. J'y suis allé pour la première fois, moi, il y a à peu près une vingtaine d'années, donc un petit peu tard dans ma découverte de l'Italie. Et je dois dire que j'avais préparé une description des différents monuments, des toiles qu'il est possible de voir à Gênes, mais je n'avais pas suffisamment réfléchi au pourquoi de ce que j'allais découvrir. Et c'est probablement les dimensions de ce que j'ai découvert qui m'ont amené humblement à chercher ou essayer de comprendre les raisons de cette ville étonnante dont nous allons essayer de parler aujourd'hui. Je ne sais plus qui m'a dit « Oh, mais ça c'est évident, Braudel dit tout ça très clairement. » Bon, je dois dire que je n'étais pas un lecteur assidu de Braudel, ce qui révèle un de mes nombreux trous culturels ou abîmes culturels. Et si par hasard certains d'entre vous le partageaient avec moi, j'en serais un peu consolé. Et comme je le montrerai tout à l'heure, j'ai donc cherché, d'abord je ne vous cache pas, dans les index. Je n'ai pas lu l'ensemble des 3 volumes à la suite, espérant évidemment arriver à l'endroit où la lumière serait faite sur Gênes, mais les index pour ça sont précieux, et l'index du 3e volume m'a fait comprendre que très probablement les solutions étaient dans le 3e volume de la grande étude de Braudel dont nous reparlerons dans un instant. J'ai voulu aujourd'hui rendre hommage à Braudel, donc à plusieurs reprises je le citerai. Quelquefois les gens pensent que la citation est un exercice de déploiement culturel un peu vaniteux. C'est aussi un moyen en citant, de montrer qu'on n'aurait pas été capable de dire les choses mieux ou même aussi bien. Et donc la citation est certainement, enfin en tout cas pour moi, un hommage à une manière de travailler les mots dont je me dis que je n'aurais pas su les travailler comme cela, et donc je préfère citer. Donc je citerai beaucoup Braudel, parce que je suis encore nourri dans ma réflexion sur Gênes et au-delà par ce que je vais citer. J'étais ce week-end à Séville avec un groupe de mes anciens étudiants de classe préparatoire qui avaient décidé de s'encombrer de ma présence pour à la fois évoquer des souvenirs et peut-être leur raconter l'une ou l'autre histoire sur ces villes. Et du coup, là aussi on oublie, j'ai rajouté en ouverture des éléments sévillans. Je ne sais pas si vous connaissez, probablement vous connaissez bien Séville. Séville est une ville magnifique et il y a à Séville un endroit très étonnant qui s'appelle donc la Casa de Pilatos, c'est-à-dire ce qu'on est obligé de traduire par la maison de Pilate. Et dans cette Casa de Pilatos, il y a, évidemment, comme souvent dans les riches demeures aristocratiques sévillanes, la maison appartient maintenant à la famille de Medinaceli, qui est une des grandes familles aristocratiques espagnoles, aux ramifications européennes extrêmement brillantes. Et il y a donc une série de patios de cour intérieure, la première étant probablement la plus spectaculaire. Alors, il faut savoir que l'état actuel de cette maison est le résultat d'une sorte de première intuition de ce qui deviendra le grand tour, c'est-à-dire ce voyage culturel que plutôt les aristocrates du Nord, en particulier les Britanniques, ont entrepris dès le début du XVIIe siècle. Pour les Britanniques, malheureusement, ça a été interrompu par la révolution cromwellienne dont nous avons eu l'occasion de parler, et ça a repris de manière plus intense que jamais au XVIIIe siècle. Il s'agissait, après des études
scolaire, universitaire, livresque, de partir sur le terrain de la culture pour se confronter directement, visuellement, tactilement, charnellement avec la culture. Et au début du XVIe siècle, un très grand aristocrate sévillan qui s'appelait Fadrique Enríquez de Libera est parti pour ce genre de grand tour. Mais à l'époque, évidemment, le grand tour culturel ne se justifiait pas tout seul. Et donc, il est allé en Italie, et puis, au-delà de l'Italie, il est allé jusqu'en Terre Sainte. Et c'est assez étonnant, il a découvert que la longueur de l'itinéraire qui séparait le prétoire de Ponce Pilate du Golgotha était exactement la longueur de l'itinéraire qui séparait son palais familial, sa maison familiale, son palais familial, d'une chapelle à l'extérieur des murs de Séville, où on méditait sur, effectivement, la passion et la mort du Christ. Et il a eu l'idée d'organiser le long de cet itinéraire, qui est encore une fois de même longueur que l'itinéraire de Jérusalem entre le prétoire, le supposé prétoire de Pilate et le Golgotha. Il a eu l'idée d'organiser un chemin de croix de taille réelle, avec des stations, non pas représentées par des statues qu'on pourrait l'imaginer dans un sacro-monte lombard ou piémontais, mais au contraire par des azulejos plaqués sur le mur représentant les différentes scènes. Et il a décidé de faire de sa maison la maison de Pilate, d'où le nom, la Casa de Pilatos, avec la salle du prétoire où le Christ est condamné, une pièce avec une colonne au centre transformée en chapelle, de la flagellation bien sûr, un endroit de repos pour les juges entre les délibérations, et puis le bureau de Ponce Pilate où il se retire pour évidemment réfléchir à la situation avant de sortir dans la cour intérieure qui devient le lieu où la foule est censée s'assembler et réclamer la libération de Barabbas plutôt que de Jésus. Ça, c'est déjà en soi assez émouvant et intéressant. Mais les 24 colonnes de marbre de Gênes qui entourent évidemment cette grande cour centrale viennent, comme je viens de le dire, de Gênes. C'est-à-dire que ces 24 colonnes ont été transportées par bateau depuis Gênes, ont remonté le Guadalquivir jusqu'au port de Séville et ont été transportées. Par contre, vous le devinez peut-être, la sculpture mudéjar, c'est-à-dire d'origine arabe, des impostes, a été réalisée, bien sûr, à Séville même. Et au milieu de cette grande cour, il y a une fontaine, que vous voyez là, qui est en fait la fontaine de Janus, qui date de 1529, et qui a été sculptée par un sculpteur génois d'origine suisse qui s'appelait Aprile da Carona. Cette statue, au départ, n'était pas sur la fontaine, mais elle est venue de Gênes, bien sûr, elle est revenue de Gênes avec notre voyageur, et elle a remplacé, au début du XVIIIe siècle, un satyre qui avait été placé sur satyre, qui évoquerait volontiers des éléments de décoration de fontaines romaines, tels qu'on en trouvera plus tard dans les fouilles d'Herculanum et de Pompéi, la maison du faune, la maison du satyre, et ainsi de suite. Janus, ici, vous le voyez, a bien ces deux visages, qui sont aussi une des figures traditionnelles de la prudence, la capacité de regarder à la fois vers le présent et vers l'avenir, ou vers le présent et vers le passé. Gênes est également présente, vous le savez, fortement à Séville, puisque c'est dans la cathédrale de Séville qu'a été réalisé dans la deuxième moitié du XIXe siècle le tombeau assez impressionnant de Christophe Colomb, dont il n'est pas tout à fait sûr que les ossements et la poussière de ce tombeau soient vraiment ceux de Christophe Colomb. Mais bon. Et le lien avec Gênes est évident, puisque si vous connaissez Gênes, vous savez, il y a ce petit endroit très humble, très simple, probablement sans grand rapport avec la réalité historique,
mais qu'on appelle traditionnellement la maison natale de Christophe Colomb. Alors le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est donc le 3e volume appelé Le Temps du Monde, de cette énorme somme de réflexions de Fernand Braudel, qui s'appelle Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e, 18e siècle. Et j'extrais du chapitre consacré à Gênes la phrase suivante: le siècle d'Anvers a été le siècle des fougueurs, le siècle qui suit sera le siècle des Génois. Au vrai, non pas 100 ans, mais 70 années, 1557-1627. Alors il faut savoir qu'en 1627, la couronne espagnole fait faillite. Or, le rapport entre la ville de Gênes et la couronne espagnole était à peu près le même que le rapport de la Chine avec la dette des États-Unis en ce moment. Je crois qu'il faut bien voir que plus ça change, et plus c'est la même chose, finalement. Un peu stupide de dire ça, mais quand même. D'une domination si discrète, si sophistiquée, qu'elle a longtemps échappé à l'observation des historiens. Et donc nous avons effectivement de la part de Gênes très probablement une maîtrise de l'économie européenne, qui est une maîtrise qui est d'autant plus prégnante et puissante qu'elle a toujours su rester discrète. On verra que cette discrétion, probablement pratiquée de manière assez systémique à l'extérieur de Gênes, n'était peut-être pas la vertu principale des Génois dans leur âge d'or, mais nous verrons cela tout à l'heure. Alors évidemment, le travail que Fernand Braudel commence après cette phrase d'introduction est, comme chez tout grand historien, un travail de géographe. C'est-à-dire qu'il réfléchit sur ce qu'on appelle le genius loci, c'est-à-dire le génie du lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui, à la fois, fait partie des atouts et inévitablement des fragilités, puisque les fragilités sont toujours les envers de nos atouts et nos atouts les envers de nos fragilités, les atouts et leurs envers les fragilités qui caractérisent la situation géographique de Gênes. Et c'est vrai que c'est une ville qu'aujourd'hui, vous le savez, on ne traverse plus, ou qu'on ne traversait plus. Pour une raison très simple, c'est que Gênes est totalement coincée entre la montagne et la mer. Et donc, elle ne déploie à travers son espace urbain elle ne déployait que des routes relativement étroites, et qu'il n'était pas question, sauf à être confronté à des problèmes d'expropriation absolument énormes, il n'était pas question de construire, évidemment, de vastes itinéraires à travers la ville. Alors, c'est vrai on en reparlera tout à l'heure, il y a quand même une autoroute qui longe le bord de la mer. Mais cette autoroute n'est pas suffisante pour écouler le trafic qui passe par Gênes en route vers le sud de l'Italie, venant de la Côte d'Azur française. Et donc, on a mis au point, à travers des tunnels qui traversent les montagnes à hauteur qu'on appellerait chez nous les corniches, on a mis au point de l'autre côté des montagnes des ponts à double tablier qui permettent effectivement, d'une certaine façon, d'enjamber la ville. Alors vous le savez, c'est un de ces ponts qui s'appelait au départ le viaduc de Paul Severa, mais qu'on appelait du nom de son ingénieur Riccardo Morandi, le pont Morandi. C'est un de ces ponts qui s'est écroulé l'été dernier, pont qui quand même déployait effectivement ses tabliers à la hauteur de 90 mètres de hauteur, ce qui n'est pas mince. Et Braudel, dans son texte sur Gênes, cite le récit d'un voyageur français dont il n'identifie pas le nom, mais dont il vous donne la référence du manuscrit à la Bibliothèque nationale, et il vous cite cette phrase: Gênes est entouré d'un rideau de montagnes stériles. Et ça, c'est évidemment très important, parce que ce rideau n'est qu'en partie protecteur. Le rideau est nettement plus haut que la ville. Et quand par hasard les ennemis parvenaient de l'autre côté du rideau à son sommet, les ennemis étaient dans une position idéale pour effectivement se déverser sur Gênes depuis la hauteur. D'autre part, ces montagnes étaient stériles,
Et là aussi, Braudel commente en disant « L'Apennin qui s'en va rejoindre les Alpes à la hauteur de Nice », alors je remontrerai l'Apennin dans un instant, interpose avec obstination ses pentes stériles, sans forêt, voire sans herbe. Et alors vous avez ici, on voit en vert l'Apennin qui traverse, vous le savez, toute l'Italie d'est en ouest, et en partant du sud-est pour remonter vers le nord-ouest. Et c'est vrai que c'est au nord de Gênes, d'une certaine manière, à la hauteur de ce qu'on appelle aujourd'hui le parc national du Mercantour, que se fait le lien entre, évidemment, l'Apennin et les Alpes. Ce qui veut dire que l'espace vital de Gênes, encore une fois, est extrêmement étroit. Espace vital qui condamne Gênes à n'être qu'une ville maritime, finalement. Et cet espace vital étroit, il apparaît même dans la configuration de la ville. Ceux d'entre vous qui connaissent Gênes, vous reconnaissez immédiatement quelque chose dont nous allons souvent parler, qui s'appelle aujourd'hui, Risorgimento oblige, la Via Garibaldi, mais qui s'appelait évidemment la Strada Nuova, la rue neuve. Et Braudel explique, dans la ville même, la place, l'espace. Les terrains à bâtir manquent. Les palais somptueux sont condamnés à pousser obstinément, désespérément, en hauteur. Et alors, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien la ville, en fait, deux artères principales vont témoigner de l'extraordinaire développement de Gênes dans la deuxième moitié du XVIe siècle. D'un côté, effectivement, cette fameuse Via Garibaldi ou Strada Nuova qui est aussi ici, et puis de l'autre côté ici, la Via Balbi, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui porte le nom d'une des grandes familles, effectivement, aristocratiques de Gênes. Et donc, reprenant son raisonnement, Braudel ajoute, dans la ville même, la place, les terrains à bâtir manquent, les palais somptueux sont condamnés à pousser obstinément, désespérément en hauteur. Les rues sont si étroites que seule la Strada Nuova et la Via Balbi permettent le passage des carrosses. Dans le reste de la ville, il faut aller à pied ou en chaise à porteur. Et ceux d'entre vous qui se sont promenés à pied dans la Gênes traditionnelle, je ne parle pas de la Gênes du XIXe siècle, qui a adopté évidemment un tracé de rue, un urbanisme où on a gagné un peu de manière haussmannienne sur des habitations médiévales du début de la Renaissance pour créer quelques axes effectivement organisés dans un système de grilles perpendiculaires hippodamiques traditionnelles. Mais si vous vous promenez vers le port, disons à l'ouest et au sud de la Strada Nuova et de la Via Balbi, quand vous êtes dans la vieille ville de Gênes, qui est un quartier qui a toujours été portuaire, donc vous avez tout un tas d'activités qui sont commerciales, mais de différentes natures, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, vous avez vraiment l'impression d'un labyrinthe de rues dans lequel, effectivement, on ne voit pas très bien comment même un carrosse pourrait se frayer un chemin, à plus forte raison un camion, et il faut vraiment ou une Fiat 500 ou une chaise à porteur pour pouvoir se promener dans cette partie-là de Gênes. Alors cette Via Garibaldi ou Strada Nuova, bon, ceux d'entre vous qui connaissent New York, vous savez que quand les gratte-ciel ont commencé à pousser à la pointe de Manhattan, on avait appelé ça les canyons, puisque les architectures verticales en hauteur. Il y a un tout petit côté canyon dans l'architecture de la Strada Nuova, c'est-à-dire que vous avez cette rue principale sans trottoir, et vous voyez que de chaque côté se dresse, au détriment de la circulation de l'air et probablement de pas mal de lumière, les palais n'ayant de lumière pratiquement que par l'arrière, jamais par la façade, les palais surgissent effectivement comme de grandes entités verticales assez hautes entre lesquelles on se promène un tout petit peu comme il arrive de se promener effectivement entre des gratte-ciel contemporains. Et la dimension verticale est soigneusement équilibrée par une dimension horizontale assez spectaculaire, puisque vous avez ici ce qui est aujourd'hui la mairie de Gênes, mais qui s'appelait au départ le palais Doria Tursi, auquel on rajoute parfois le nom de Grimaldi parce que le terrain a appartenu avec un palais plus petit à la famille Grimaldi avant que la famille Doria Tursi l'occupe. Et pour vous donner une idée de ce qu'est l'une des deux ailes du palais, vous voyez quand même que c'est un 2 pièces cuisine confortable. Ça n'est qu'un des étages.
Et sur la Via Balbi, vous retrouvez la même chose. Et vous allez voir que Via Balbi, on n'est pas en reste au niveau des dimensions. Quand on pense qu'il y a eu à un moment des impôts sur les fenêtres, on se dit que voilà. Alors ce palais qui s'appelle le palais Balbi, Stefano Balbi, pour le distinguer d'autres palais Balbi dans la ville, je reviens là-dessus tout à l'heure, c'est le palais bien sûr que les Savoie ont décidé de transformer en palais royal au moment où ils ont voulu, ce qui était pour eux essentiel, avoir une résidence dans la ville de Gênes, qui a beaucoup contribué au Risorgimento. Je ne peux pas m'attarder là-dessus parce que ça n'est pas l'objet, vous savez, on ne fait pas un panorama chronologique, on essaie de se situer à chaque fois sur une période essentielle de la vie de la ville, mais c'est très clair que Gênes a été probablement, avec Turin, les deux, mais Turin c'était déjà les Savoies, comme c'était leur lieu d'origine, ça a été la première grande ville industrielle de l'Italie moderne, en quelque sorte. Donc qui a appuyé toutes ses forces, comprenant la nécessité d'une taille économique viable dans un monde qui devenait de plus en plus évidemment industriel. Gênes a été très engagé dans le Risorgimento et effectivement a manifesté cet engagement par les chantiers navals, par les diverses réalisations industrielles de, encore une fois, la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, cette fermeture par les montagnes qui enserrent véritablement Gênes, elle est doublée par une autre difficulté sur laquelle Braudel insiste beaucoup, c'est-à-dire que Gênes donne directement sur la mer, sans rien, sans transition. Venise bénéficiait d'une lagune. Et évidemment, si vous vous engagez, je ne sais pas si vous avez certainement fait des promenades sur la lagune, en vaporetto, en vedette, ou Dieu sait quoi, vous savez très bien qu'un des spectacles les plus extraordinaires qu'on puisse voir, c'est au soleil couchant, des gens qui sont en train de, apparemment, marcher sur la lagune, mais en fait, ils ont de l'eau entre la cheville et le genou, et ils sont en train de pêcher la crevette. Et vous avez l'impression, tout d'un coup, qu'ils sont en plein milieu de la lagune, en train de marcher sur les eaux. En fait, évidemment, tout ce qui est le travail du chenal est un travail extrêmement complexe, et la connaissance des itinéraires pour parvenir par le bon chenal jusqu'à Venise et jusqu'à l'endroit de Venise que l'on veut est une science que les conducteurs de taxi, de vaporetti se transmettent, et les gondoliers se transmettent de génération en génération. Les gondoliers, c'est moins grave. Mais ça permettait effectivement d'avoir pour la ville de Venise un réseau naturel de protection par rapport à une invasion venue de la mer, dans lequel évidemment les pilotes des bateaux ennemis ne connaissant pas les itinéraires auraient échoué les bateaux. Ça c'est très important. Gênes n'a jamais bénéficié de cette protection naturelle, et donc Gênes a toujours dû se défendre. Vous sentez bien que les deux gros problèmes de Gênes, c'est comment on nourrit une population quand on n'a pas de terre où faire pousser quoi que ce soit. Quand même un gros problème, ça veut dire qu'on est condamné à être marchand, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir échanger ce qu'on va acheter contre autre chose, je crois, c'est une vraie question. Et puis deuxièmement, ça veut dire qu'on est effectivement vulnérable aux puissances rivales, et la première puissance rivale, vous savez, c'est Pise. Jusqu'au moment, bien sûr, où, j'ai pas le temps d'attarder là-dessus parce que ce serait trop long, Gênes poussera légèrement du coude Florence en disant à Florence, mais cher ami, vous qui êtes une ville marchande, comment faites-vous pour avoir un débouché sur la mer? Or, comment pourrait-on avoir un débouché sur la mer quand on est comme vous sur un fleuve, certes charmant et délicieux, l'Arno, prestigieux et tout, enfin, quand même, voilà. Et donc, pourquoi vous ne vous assurez pas de Pise, ce que Florence a fait relativement rapidement? Les Florentins sont des gens intelligents, si vous leur expliquez les choses de manière sensée, ils se débrouillent. Mais les Vénitiens avaient très bien compris la même chose avec Padoue. Alors, c'est très intéressant parce que Venise est au bord de la mer et elle a besoin de s'assurer que ce qui est un peu plus haut à l'intérieur des terres et qui maîtrise le cours de la Brenta doit absolument être sous son autorité, parce que si Padoue est capable soit d'arrêter la Brenta, soit ensuite de la relâcher brutalement, elle peut soit sécher la lagune, soit au contraire l'inonder. Et donc Padoue ne peut pas vivre autrement que sous l'autorité de Venise. Et dans l'autre sens, si vous voulez, bien que Florence soit à l'intérieur des terres, Pise ne peut pas vivre autrement que sous l'autorité de Florence, parce que c'est le débouché absolu de toute la production proto-industrielle, artisanale et commerciale, bien sûr, d'eux. Et donc, le 6 août 1284,
a été remportée par Gênes, une victoire décisive contre Pise, qui a permis ensuite à Florence, compte tenu de la fragilisation de Pise, d'asseoir son... Passe-moi la rhubarbe, je te passerai le Séné, etc. Voilà. Alors, Braudel explique très bien que Gênes est obsédé par une rivalité. On en reparlera tout à l'heure brièvement, mais si vous êtes allé à l'Opéra Bastille ces jours-ci, et que vous avez vu le très grand opéra de Verdi, Simon Boccanegra, en particulier chanté par Tézier, qui est quand même une des plus grandes voix du moment, vous savez bien, même si Verdi a manipulé aisément l'histoire, vous savez, mais enfin quand même, c'est cette idée que, évidemment, il y a presque un peu trop de monde dans la Méditerranée, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et c'est ça où c'est très fascinant. Pendant longtemps, Venise a bénéficié d'un avantage énorme, c'est qu'elle était ouverte directement sur la Méditerranée de l'Est. Et donc, Gênes, d'une certaine manière, courait derrière. Le jour où Constantinople a été pris par les Turcs en 1453 et où la Méditerranée de l'Est s'est fermée, il a bien fallu se retourner vers la Méditerranée de l'Ouest. Et là, d'un seul coup, vous sentez bien, Gênes, qui était à la traîne, s'est retrouvé en position, effectivement, de leader, et Venise a suivi derrière. Mais ça, Gênes l'avait préparé. Hein. Donc, Braudel vous dit admirablement, un des génies de Gênes au Moyen-Âge, c'est véritablement de s'être branché sur la Constantinople des Paléologues. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la Constantinople des Paléologues, je vous rassure, jusqu'à ce que je prépare la conférence, je ne savais pas non plus. Donc voilà, ça, c'est simplement, ça reflète simplement mon inculture totale et le fait que vous avez oublié. Mais voilà, mais c'est ça, vous voyez. Alors, de quoi il s'agit? Bien, il s'agit du fait, ça c'est quand même très important, peut-être certains d'entre vous m'ont fait l'honneur de suivre une conférence sur l'éblouissant de Venise, l'exposition qui est au Grand Palais en ce moment. C'est vrai que 1797, où tout Venise pousse des hauts cris parce que Napoléon Bonaparte emmène les chevaux de Saint-Marc à Paris, il ne faut jamais oublier quand même qu'en 1204, les Vénitiens sont allés prendre les chevaux de ce qu'ils appellent Saint-Marc sur l'hippodrome de Constantinople. Donc, si vous voulez, c'est pas bien de refaire ce que les autres ont fait de mal, mais enfin, dans l'étonnement absolu des Vénitiens devant le geste sacrilège dont ils étaient les victimes, il faut quand même se souvenir que, parce que 1204, c'est quand même une drôle d'histoire. Toute la chrétienté s'en va en croisade. Et puis à un moment, en passant au large de Constantinople, les Vénitiens qui se sont toujours dit si on pouvait faire aux gens de Constantinople ce qu'on a fait à Padoue, c'est-à-dire si on pouvait s'assurer une maîtrise directe du débouché de la route de la soie, sans avoir à en référer à une puissance autre que la nôtre, hein. Alors si ça vous rappelle des histoires sur les droits de douane, etc., tout à fait. Hein, voilà. Mais voilà, en gros, puisque Constantinople prélève des droits de douane, si on pouvait prendre la place de Constantinople à la sortie de la route de la soie, ça serait quand même beaucoup plus intéressant. Et donc, alors que tout le monde s'en va libérer la Terre Sainte de l'infidèle, à un moment au large de Constantinople, Venise dit « Oh, mais si on allait punir les schismatiques de leur schisme ?» Alors les schismatiques de leur schisme, c'est le grand schisme d'Orient, effectivement, en 1054, ça a quand même 150 ans déjà, la punition, toujours réserver des punitions formatrices et éducatrices pour le moment qu'il leur revient. Mais c'est quand même un tout petit peu. Et donc, toute la croisade va se jeter sur Constantinople. Et alors évidemment, la dynastie grecque qui va donner naissance aux paléologues à ce moment-là, la dynastie grecque, comme vous le voyez, une fois constitué l'empire latin de Constantinople, qui va quand même durer pendant 57 ans, la dynastie grecque va se réfugier dans l'empire de Nicée. Et alors, l'intelligence absolue des Génois, c'est d'avoir dit, alors très discrètement bien sûr, hein, je demande comment ils faisaient à l'époque sans email, tout ça, enfin ça marchait. Hein, ils ont poussé le coude de Michel VIII, paléologue, et ils lui ont dit, vous savez, si vous voulez qu'on vous aide à reprendre Constantinople, ça peut se faire. Alors après, il faudra être gentil avec nous, parce que, voilà. Hein, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de... Et ils ont repris Constantinople en 1261, avec les Génois. Ça a fait l'objet d'un traité d'alliance qu'on appelle le traité du Nymphaeon du 13 mars 1261, c'est-à-dire juste avant l'accomplissement d'eux. Et alors, évidemment, une fois notre ami Michel VIII, paléologue, de retour sur le trône grec de Constantinople, il a dit à Guillaume Boccanegra, Guglielmo Boccanegra, qui était le capitaine du peuple et qui avait négocié avec lui cette alliance et qui lui avait fourni les bateaux et les troupes pour pouvoir réaliser le projet, il lui a dit, alors maintenant, à quoi j'ai droit?
Et Michel Vic, paléologue, lui a dit, mais écoutez, cher ami, choisissez. Et alors, extrêmement astucieusement, Guillaume Boccanegra lui a dit, ben, j'aimerais bien avoir le monopole de l'Alain en Asie mineure. Alors, vous savez qu'on ne peut pas teindre, on ne pouvait pas teindre à l'époque sans l'Alain. Et donc, la pierre d'Alain, l'Alain, c'était absolument essentiel pour mettre de la couleur sur les vêtements. Et donc, c'était capital pour tout ce qui était, si vous voulez, la fabrication, la teinture des tissus, la fabrication des vêtements, etc. Et donc, Guillaume Boccanegra a simplement demandé le monopole de tout l'Alain dans l'Asie mineure, c'est-à-dire toute la mer Morte, et un petit bout de la mer d'Azov aussi, tant qu'à faire, où on était. Et comme il fallait quand même pouvoir entasser tout ça quelque part, le transformer, le travailler, avant de l'expédier vers les marchés d'Europe occidentale, ils ont demandé d'avoir en jouissance seule et unique l'île de Kyo, que vous voyez là. C'est pas mal quand même, je veux dire, bon, vous aidez des gens à reprendre ce qui leur appartient, et en retour, vous avez des petits émoluments, voilà, qui vous permettent de... Je vous rappelle que le 25 novembre 1456, Jacques Coeur est mort à l'île de Kyo. Jacques Coeur, c'est ce grand avertissement en France qu'il faut toujours se méfier quand on est un privé de vouloir modifier le visage économique de la nation indépendamment de l'autorité du pouvoir central, qu'il soit royal ou étatique. Et dans le palais Boccanegra, qui existe encore aujourd'hui à Gênes, vous avez cette statue dont certaines personnes disent qu'il s'agit de Guillaume Boccanegra, celui qui a permis aux paléologues de récupérer Constantinople et en échange a récupéré l'île de Kyo et le monopole de l'Alain. Donc, évidemment, on l'a vu en 1261. Ou c'est peut-être Simon Boccanegra qui était son petit-fils et donc qui a été le premier doge de Gênes, élu le 24 septembre 1339. Je vous laisse le soin de réfléchir à tout ça. Ça, c'est donc un premier grande victoire de Gênes. Gênes qui était pratiquement interdite de Méditerranée de l'Est. Où était la source de la richesse à l'époque? Gênes, tout d'un coup, arrive, par le jeu de l'alliance avec les paléologues, à prendre pied dans la Méditerranée de l'Est, à s'assurer le monopole de l'Alain et à avoir l'île de Kyo pour entasser, entrepôts, transformer et ensuite dispatcher. C'est très important au point de vue commercial. Alors, ils ne se sont pas trompés une deuxième fois. En 1283, c'est une agilité de génération pratiquement. En 1283, il semble bien que entre le pape qui a utilisé les Anjou, le frère de Louis IX, de Saint-Louis, pour le mettre sur le trône de Sicile à la place des Hohenstaufen qui ne supportaient plus, en particulier Frédéric II, vous savez, le petit-fils de Roger de Sicile, dont nous avons parlé ensemble, comment en 4 générations, passer de la bouse du Cotentin au trône de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Donc, l'instrument qui sert à se débarrasser des Hohenstaufen et des Normands, c'est les Anjou, auxquels le pape généreusement donne quelque chose qui ne lui appartient pas. Bien sûr, on est toujours plus généreux. Pensez à notre cher duc d'York la semaine dernière avec William Penn. On n'avait jamais vu l'Amérique, et donc ça faisait peu de cas d'avoir en donné une partie. Le pape dit, écoutez, Naples et la Sicile, c'est à vous, cher Charles d'Anjou, frère du roi Louis IX de France, si vous me débarrassez des Hohenstaufen, des Normands et de tout ce qui... Et c'est ce que vont faire, effectivement, les Anjou. Mais, au bout d'un moment, le pape commence à être agacé. Tout le monde est un peu agacé par le comportement assez autoritaire, un peu envahissant, pas très discret des Anjou. Et alors on décide de faire appel aux Aragonais. Et là, c'est assez curieux, Florence prend le parti des Anjou, Venise ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, les Génois rentrent ouvertement dans le camp des Aragonais. Et comme ce sont les Aragons qui vont gagner, là aussi, Gênes va, l'expression est très vulgaire, je m'en excuse, va toucher le jackpot. C'est-à-dire que, voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle les vêpres siciliennes, vous savez, c'est le moment effectivement où les Anjou, alors là je pense que, je ne sais pas lequel des Anjou il s'agit ou quel soutien, c'est un tableau de Francesco Hayez, vous savez, qui est un peintre romantique italien et qui a beaucoup montré d'épisodes de l'histoire d'Italie. C'est très style troubadour. Et vous voyez bien qu'à mon avis, ici, vous avez un Aragonais et que l'Anjou ne va pas passer un très bon moment, je sens. Et alors, les vêpres siciliennes, là aussi, j'ai oublié de vous dire ça, mais qui est-ce qui a convaincu les Génois de s'allier avec les Aragons contre les Anjou?
c'est Michel Paléologue, celui qu'ils avaient remis sur le trône de Constantinople, qui leur a dit « Perdez pas trop de temps, allez-y, soutenez les Aragons, vous verrez, ça vous rapportera. » Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Et là, on retombe sur Verdi, puisque vous savez qu'il y a un autre opéra de Verdi qui s'appelle Les Vèvres siciliennes, I Vespri Siciliani, et qui raconte évidemment cette histoire, avec comme toujours un héros qui appartient à un des camps et une héroïne qui appartient à l'autre des camps. Il y a une vieille histoire de Roméo et Juliette reprise sous d'autres formes. Alors, la Sicile, c'est très important, parce que Gênes va systématiquement prendre en main l'exploitation agricole de la Sicile. En partie parce qu'ils sont beaucoup plus près que les Aragonais. Si vous calculez, alors vous me direz, oh, c'est pas si loin de ça, c'est 1h30 d'avion, peut-être en plus. Oui, enfin à l'époque, c'est pas d'avion, hein, il faut y aller. Et donc, de Gênes, c'est plus facile d'aller en Sicile que de l'Aragon. Et donc, les Génois vont dire, voilà, on vous a aidé, hein, notre ami Michel Paléologue nous avait suggéré de venir à votre secours, on est venu. Maintenant, il faudrait nous donner des terres. Sur ces terres, on va faire du blé. Ce blé, on va le vendre aux gens qui sont au sud de la Sicile, c'est-à-dire en gros à tous qui habitent la Tunisie et la Libye actuelle. Or, eux, ils ont accès à de la poudre d'or qui vient effectivement de derrière en Afrique. Donc, en échange de notre blé, or, d'une certaine manière, nourriture, nous allons récupérer de l'or minéral. Ça, c'est la première chose. Je reviendrai là-dessus dans un instant, parce que c'est important. Deuxième chose, le sucre. C'est quand même pas tout à fait aussi important que le sel à l'époque, parce que le sel, c'est la conservation, pardon, mais le sucre, c'est important. Et puis, effectivement, à partir de Messine, ils vont rassembler la culture de la soie au nord de Messine, la Calabre, la culture de la soie, enfin la production de la soie au sud de Messine, la Sicile, et ils vont utiliser les Génois à Messine comme un entrepôt où ils vont pouvoir ventiler de la soie, là aussi, sur toute l'Europe. Ce sont des gens extrêmement brillants et intelligents. Et alors, surtout, évidemment, quand c'est raconté par Braudel, parce que d'un seul coup, on comprend tout. Voilà, c'est le gros avantage de... Alors, il y a, comme toujours, quand vous accumulez les réussites, il faut faire très très attention. C'est à ce moment-là que vous pouvez être guetté par ce qu'on a l'habitude d'appeler dans la tragédie grecque l'hubris. C'est-à-dire que vous attentez à l'ordre du monde par une vision un peu trop favorable de vous-même. Et du coup, l'ordre du monde va se venger dans ce qu'on appelle la némésis, et en principe, il vous arrive des pépins. Là aussi, si ça vous rappelle des choses, enfin, voilà. Et donc, va se produire en 1378-1381 la guerre de Chioggia. Alors, Chioggia, vous savez, ça fait partie de ces obstacles à l'entrée de la lagune. Les Génois vont s'en emparer, les Vénitiens vont la récupérer, et on peut dire, si vous voulez, qu'à partir de la guerre de Chioggia 1381, Gênes ne s'étend plus. Les Vénitiens vont d'ailleurs intervenir, c'est la dernière fois qu'ils peuvent intervenir, 1381, puis en 1453, les basileus orthodoxes byzantins ou de Constantinople seront jetés dehors par les Ottomans. Donc il leur reste en gros 72 ans de bon. Ils ne le savent pas à l'époque. Hein. Et dans ces 72 ans, les Vénitiens vont dire, puisque nous avons battu les Génois, vous, cher empereur de Constantinople, faites très attention, faudrait nous rendre les privilèges que vous avez donnés aux Génois quand ils vous ont remis sur le trône de Constantinople. Et Constantinople, pas folle, va dire, mais ça n'est pas une mauvaise idée du tout. Voilà. Et donc là, il y a une sorte de, comment dirais-je, de palier dans l'extension de Gênes. Hein. Et c'est là où va surgir, alors il faut un peu de temps quand même pour refaire ses forces et pour redevenir dynamique, c'est là que va surgir ce qu'on appelle la trahison de Andrea Doria. Alors, cette paix de Turin, donc de 1381, qui met Gênes en veilleuse, ça n'empêche que, on va y revenir dans un instant, les Doria sont la famille qui vont émerger à ce moment-là. Et encore une fois, en 1528, François Ier a mis le siège devant le port de Naples. Il est à ce moment-là, il a pour allié Andrea Doria, qui est un condottiere maritime. C'est-à-dire que Andrea Doria n'a pas de relation
affective ou de quelque autre nature que ce soit privilégiée, ni avec la France, ni avec François Ier. Je rappelle qu'un condottiere, c'est quelqu'un qui est tenu par ce qu'on appelle une condota, c'est-à-dire un contrat qui vaut pour une certaine durée, et que le jour où la durée du contrat vient à son terme, à ce moment-là, le condottiere est libre de sa loyauté à l'égard de avec qui il voudra signer. Et ça, c'est ce qui se passe. En 1528, à l'expiration de la condota qui le lie au roi François Ier, Andrea Doria s'entend, je ne sais quoi, le vent tourner, le mouvement de l'histoire, Dieu sait quoi. Andrea Doria décide que la France, c'est fini, et donc il s'allie avec Charles Quint. Et c'est ce qu'on a appelé, du côté français, la trahison, évidemment, d'Andrea Doria, mais cette trahison, entre guillemets, c'est ce qui va permettre, effectivement, à Andrea Doria et à la famille de devenir vraiment, pendant un temps, pas très long, les maîtres de Gênes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de ce blé, hein, vous vous souvenez que les Génois ont massivement maîtrisé, dont ils ont massivement maîtrisé la culture et l'exportation en Sicile. En fait, les Doria sont probablement la famille de Gênes qui a, après, effectivement, le départ des Anjou et l'arrivée des Aragons au moment des Vêpres siciliennes, les Doria, alliés des Aragons, sont la famille qui a le plus investi dans l'achat de terre à blé et dans l'exploitation de terre à blé en Sicile. D'où, évidemment, leur fortune financière, économique, qui leur a permis des investissements majeurs dans le matériel de guerre maritime, c'est-à-dire les bateaux, qui, comme le matériel de guerre terrestre pour un Frédéric de Montefeltro, pour un Nest, pour un Gonzague, pour un Malatesta, sont ceux qu'ils mettent au service de la puissance avec laquelle ils signent effectivement cette fameuse condota. Et Andrea Doria, le voilà, c'est quelqu'un qui en plus aura l'avantage de vivre longtemps, hein, toujours important de rester longtemps, surtout quand les autres disparaissent relativement rapidement. Hein. Donc Andrea Doria, né en 1466, il meurt en 1560, c'est déjà pratiquement, il vivra, si mes souvenirs sont bons, 95 ans, 93 ans, voilà. Hein. Et regardez, c'est assez émouvant. Hein. Napoléon Bonaparte, le 19 juin 1797, rédige de Montbello un ordre du jour après avoir pris Gênes et après avoir appris, ayant mis en place un gouvernement provisoire républicain à Gênes, comme il fera effectivement quelques semaines plus tard à Venise, il apprend que des citoyens, dans une ferveur républicaine qui rappellera peut-être à d'autres là aussi des souvenirs, hein, vont détruire la statue de cette incarnation de l'aristocratie perfide, humiliante, arrogante, etc. Ils vont détruire la statue d'Andrea Doria. Et du coup, le consul à vie tape un peu sur la table pour se faire entendre et dit au gouvernement provisoire de Gênes, citoyens, j'apprends avec le plus grand des plaisirs que dans un moment de chaleur, comme quoi les moments de chaleur peuvent se produire un peu imprévus, dans un moment de chaleur, l'on a renversé la statue d'Andrea Doria. Andrea Doria fut grand marin et homme d'État, l'aristocratie était la liberté de son temps. Vous voyez comme quoi, finalement, il faut avoir de la formule. Après, on voit si ça passe ou non. En quoi l'aristocratie était la liberté de son temps? Oui, probablement. La liberté intellectuelle, la liberté de mouvement, enfin bref. L'aristocratie était la liberté de son temps. L'Europe entière envie à votre vie le précieux avantage d'avoir donné le jour à cet homme célèbre. Vous vous empresserez, je n'en doute pas, j'adore le je n'en doute pas, hein, quand même un peu lourd de sous-entendu, à relever la statue. Je vous prie de vouloir m'inscrire, ça c'est bien, pour supporter une partie des frais que cela occasionnera, hein, et que je désire partager avec les citoyens les plus zélés pour la gloire et pour le bonheur de votre patrie. Alors, ce qu'il y a de très net, c'est que les Doria ont toujours eu une conception du pouvoir assez étonnante. Andrea Doria, on le reverra, a commis malheureusement tactiquement des erreurs assez graves dans la Méditerranée plus tard, mais bon. Mais au moins, la manière dont ils ont exercé le pouvoir à Gênes est assez étonnante, puisqu'ils se sont complètement... C'est un peu fort ce que je vais dire. Mais ils se sont inscrits dans le tissu urbain. Ils ne se sont pas mis à distance, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, cette église aux bandes traditionnelles génoises, noires, basalte, blanc, marbre, hein, cette église qui s'appelle San Matteo, est à la fois l'église paroissiale et la chapelle palatine des Doria. C'est-à-dire c'est à la fois l'endroit où
la paroisse vient à la messe, c'est là où les Doria sont enterrés, c'est le Panthéon, c'est là où on conserve l'épée de commandement de Andrea. Donc, si vous voulez, c'est une astuce qui consiste à laisser un visage public à quelque chose qui est en fait beaucoup une chapelle privée. Et ça, c'est la suprême intelligence. C'est la suprême intelligence qui consiste à exercer le pouvoir sans que ça se voie vraiment. Et en ne donnant pas trop de signes d'arrogance ou de distance, etc. San Matteo est très beau, il y a un très joli cloître. Et en face de la porte de l'église, comme si c'était une maison parmi d'autres. Alors, c'est quand vous regardez en hauteur, toujours à Gênes, que vous vous dites, ah oui, c'est une maison comme parmi d'autres, mais enfin, elle est quand même assez haute. C'est ce qu'on appelle la maison d'Andrea Doria. Et la maison d'Andrea Doria, elle est vraiment dans le tissu urbain de la ville. C'est pas Versailles, c'est clair, c'est pas les Tuileries, c'est vraiment, voilà. Alors là, on est vraiment dans une ville où il restera toujours dans l'aristocratie quelque chose du bourgeois, c'est-à-dire de quelqu'un qui appartient au bourg. Voilà. Alors il y a bien sûr, il y a un blason, il y a un casque pour évoquer le chevaleresque, mais voilà. Et on sent bien qu'à une architecture, tout à l'heure de l'église, qui était une architecture gothique, à arcs brisés, très simple et très pur, on rajoute là évidemment des éléments de décoration renaissante, c'est-à-dire une architrave parfaitement dessinée, une corniche avec les perles et les pirouettes, ici les gouttes, là la frise, les profils d'empereurs romains, tout ça, vous voyez, alors c'est assez complexe parce que on se fond dans le tissu urbain ordinaire et en même temps avec beaucoup, enfin, pas trop de discrétion parce que sinon les gens ne verraient pas, mais pas non plus d'ostentation. C'est un jeu très subtil. On signale quand même qu'on est à la fois au milieu des autres, mais pas tout à fait comme les autres. Et donc vous avez cette idée que effectivement le Sénat de la ville de Naples a voulu a voulu offrir munus publicum, un cadeau public au libérateur de la patrie, Andrea Doria, et que donc cette maison, il la tient de la générosité de la communauté qui rend par là hommage à. Alors, évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Un pouvoir qui est un pouvoir inséré va inévitablement chercher des formes de préservation à l'extérieur. On n'a pas indûment le Louvre sans qu'il y ait quelque part Versailles, surtout si on s'est appelé Louis XIV. Et donc, à la périphérie, alors aujourd'hui c'est en 2-3 stations de métro, à l'époque c'était quand même, voilà, il n'y a pas une journée de cheval, mais presque, vous avez, alors regardez toujours cet environnement montagneux dans cette gravure du XVIIIe siècle, qui vous rend compte de ce qu'on appelle la Villa del Principe, la villa du prince. Et là, Andrea Doria va se faire construire, c'est la même époque que les villas palladiennes, ou les villas d'un certain nombre de cardinaux romains autour de Rome qui fuient la chaleur de Rome l'été pour se réfugier et pouvoir se voir entre eux pour discuter du pouvoir. Alexandre Farnèse, Cristoforo Manruzzo, qui est le délégué de Paul III au Concile de Trente, le cardinal Gamberi, et puis Vicino Orsini, le créateur, bien sûr, de Bomarzo. Tous ces gens-là habitent à une petite demi-journée de cheval les uns les autres. Ils sont dans la Tuscia, donc ils peuvent profiter du grand air, à peu près 50-60 km au nord de Rome. Ils échappent au miasme toujours dangereux de la ville en été. Et en même temps, c'est le Concile de Trente, donc ils peuvent se retrouver en 1 heure de cheval, les uns avec les autres, pour discuter de, etc., etc. Et la villa, qui est à la fois l'endroit où on cultive la terre, l'endroit où on cultive l'amitié et l'endroit où on se cultive, dans l'otium, qui permet d'échapper au négotium de la vie quotidienne et de la responsabilité politique ou économique. La villa, évidemment, ici, c'est typiquement ça, avec un très beau parc, des choses faisant saillie pour avoir évidemment directement vue sur la mer et recevoir la fraîcheur de l'air de la mer. Alors vous verrez tout à l'heure qu'aujourd'hui la fraîcheur de l'air de la mer, il y a quand même et à la fois les quais, les docks, les entrepôts et l'autoroute. Donc c'est plus difficile à l'avoir. Et à l'intérieur, on va moins discrètement qu'en ville, parce que là on est un peu plus tranquille, il n'y a personne qui vient trop voir, du moins des gens qui pourraient ensuite vous accuser de... On va déployer les choses. Alors on va déployer évidemment de somptueuses tapisseries sur les murs, ça c'est classique.
Tapisseries qui vont être consacrées, comme par hasard, à quelqu'un qui s'appelle Alexandre le Grand. Alors de là à penser que peut-être Andrea Doria voit Alexandre le Grand comme un modèle qu'il faudrait pouvoir émuler pour être légitime, c'est probablement ça. Superbe tapisserie qui était au départ probablement tissée à Tournai sur des cartons de quelqu'un qui s'appelait Pasquier-Grenet pour Philippe le Bon, le troisième des grands ducs de Bourgogne, le fils de Jean sans Peur et le père de Charles le Téméraire, hein, le plus grand des 4 ducs de Bourgogne. Et c'est Charles Quint qui, en remerciement pour la trahison, qui a hérité de ces tapisseries, hein, je ne vais pas vous refaire toute la dynastie, sinon vous auriez peut-être un moment de panique, hein, mais n'oubliez jamais que la grand-mère de Charles Quint, c'est Marie de Bourgogne, et qu'elle est elle-même la petite-fille de Philippe le Bon. Donc vous voyez, Philippe le Bon a fait faire les tapisseries, sa petite-fille les donne, enfin sa petite-fille en hérite, son petit-fils les récupère et il les donne à Andrea Doria en reconnaissance pour la trahison de Naples en 1528. C'est absolument somptueux, hein, et c'est tissé à Tournai vers 1460, à la fin de l'exercice du pouvoir par Philippe le Bon. Et quand vous voyez Alexandre le Grand là, hein, habillé très en prince bourguignon, vous vous dites que ça a dû servir de modèle à Philippe le Bon, que ça a probablement dû servir de modèle à Charles le Téméraire, que Maximilien de Habsbourg ne devait pas être mécontent de les avoir récupérés par sa femme, et que Charles Quint s'est dit, mais c'est tout moi, ça. Hein, voilà. Et que ensuite c'est passé à Andrea Doria. C'est somptueux. Hein. Et donc vous avez ces 2 énormes tapisseries de Tournai 1460 sur les murs, hein, l'une qui représente la jeunesse d'Alexandre, l'autre la maturité d'Alexandre. Alexandre étant mort jeune, il n'y a pas de vieillesse d'Alexandre, bien sûr. Et alors en haut, et ça c'est très intéressant, vous le devinez ici, vous avez un somptueux plafond peint qui représente effectivement... Alors ça c'est qui? Ça c'est quelqu'un qu'on appelle Perino del Vaga, ou Perin del Vaga, Pietro di Giovanni Bonacorsi, c'est l'autre grand disciple de Raphaël, en dehors de Giulio Pippi, plus connu dans l'histoire de l'art, parce que Pippi c'est pas très heureux, sous le nom de Jules Romain, Giulio Romano. Et donc Raphaël a dans son atelier 2 très grands élèves, un qui s'appelle Giulio Romano, qui le jour de la mort de Raphaël s'en va, parce qu'il estime que Rome n'est plus dans Rome, et d'ailleurs Perin del Vaga va faire la même chose. Alors Jules Romain, lui, va être attiré irrésistiblement dans l'orbite des Gonzague à Mantoue, et il va avoir cette chance absolument fabuleuse que François de Gonzague va lui confier la création du Palais T, architecture, fresques, etc. Et Perin del Vaga va arriver au moment où, effectivement, Andrea Doria est en train de programmer l'iconographie et la décoration de la Villa del Principe, et donc, alors de là, ce que vous voyez dans le rôle de Jupiter à Charles Quint et dans le rôle des géants et du chef des géants, François Ier et les Français, vous avez probablement raison. Si même vous vous dites qu'après tout, Jupiter, c'est peut-être pas forcément uniquement Charles Quint, c'est peut-être aussi Andrea Doria, je pense que vous avez raison aussi. Mais il y a cette idée quand même d'un changement de monde, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où ça tourne, où ça change. Et alors c'est très curieux de voir qu'ici vous avez une chute des géants peinte au plafond par Perin del Vaga, disciple de Raphaël, pour un commanditaire qui est Andrea Doria, et que au Palais T à Mantoue, vous avez une autre chute des géants. Alors celle-là, très Cécile B2000 en Technicolor, hein, parce que c'est sur les murs, c'est absolument, je ne sais pas si vous avez jamais vu ça, mais c'est absolument fabuleux, c'est une des plus grandes choses sur les... Et ça c'est Jules Romain, l'autre disciple de Raphaël, travaillant non pas pour les Doria, mais pour les Gonzague. Et en tout cas, ça veut dire que c'est des gens qui ont le sentiment que le monde est en train de se casser la gueule. Mais c'est pas tout à fait faux. Hein, parce que c'est quand même des gens qui ont vu, ils ont vu des tas de choses, ils ont vu d'abord la découverte de l'Amérique, ensuite l'occupation de l'océan Indien, on en a parlé de Lisbonne. Ils ont vu la réforme protestante, c'est-à-dire la tunique du Christ qui a fini de se déchirer. Alors ils n'ont pas encore vu des choses comme des gens qui vont leur dire, enfin ça circule quand même, il ne faut pas rêver. Ça circule, c'est pas Copernic qui en 1543 a dit Urbi et Orbi, la Terre dépasse le centre du monde et elle tombe sur la Terre. Il y avait déjà des gens qui avaient validé que toute l'image qu'on se faisait du monde était fausse. Alors quand vous vous apercevez que toute l'image que vous faites du monde est fausse, ça vous a le vague sentiment d'un monde qui s'écroule. C'est peut-être pas complètement étonnant que ces gens-là aient pensé en termes de chute des géants. Voilà. Alors chez Perin del Vaga, ça restera toujours
très très élégant et raffiné. Il y a un côté un peu d'une élégance un peu maladive, un peu fragile, même dans les catastrophes. Et alors, vous voyez, ça c'est le jardin, en bas, avec le bassin de Neptune, surgissant sur son char des ours. Là aussi, si vous avez reconnu Andrea Doria dans le rôle de Neptune, vous avez raison, c'est clair. Mais ce que vous voyez là, que j'ai mis là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au bout du jardin, vous avez l'autoroute, pas celle qui est sur le pont en haut, mais celle qui est au bord de la mer en bas. Et derrière l'autoroute, comme si ça ne suffisait pas, vous avez évidemment le port et les entrepôts, plus quelques constructions contemporaines d'un goût adorable. Et quand par là-dessus, vous rajoutez 2 ou 3 bateaux de croisière qui font je ne sais combien de centaines de mètres en hauteur, c'est complet. La vue sur la mer est perdue. Là, c'est tout le problème de la notion de progrès. Vous avez le bassin de Triton, bien sûr, et du coup, Bronzino, tout à l'heure, le portrait que nous avons vu était effectivement un portrait par Sebastiano del Piombo, ce Vénitien Sebastiano Luciani, qui, à cause de la dictature esthétique de Titien, a été obligé de quitter Venise pour aller travailler à Rome, dans l'atelier de Michel-Ange. Et là, vous avez Bronzino, un des grands maîtres du maniérisme, effectivement, florentin, qui représente Andrea Doria dans le rôle de Neptune. Là, c'est clair, voilà. Alors, c'est gentil, parce que Andrea Doria, quand même, le 27 septembre 1538, il a livré bataille, effectivement, à la flotte ottomane après Véza, et la flotte chrétienne a été complètement détruite. Il faudra attendre 1571, c'est-à-dire pratiquement 33 ans plus tard, pour que les flottes chrétiennes reprennent, après les pentes, un peu de la maîtrise de la Méditerranée. Donc Doria n'a pas été uniquement un personnage toujours brillamment, etc. Donc Gênes a 10 fois pour une changé de cap, accepté chaque fois la métamorphose nécessaire, organisé pour se le réserver à l'univers extérieur, c'est-à-dire effectivement d'abord la mer Noire, avec le monopole de l'Alain, Thio, ensuite effectivement la Sicile, qui permet de commercer, de récupérer de l'or en commerçant du blé, avec plus un peu de sucre, plus un peu de soie. Bon, ensuite on s'est trompé quand on est arrivé avec Venise. Mais là, à nouveau, grâce à Andrea Doria, on a récupéré une maîtrise un peu des mers, organisée pour se le réserver à l'univers extérieur, puis l'abandonner quand il est devenu inhabitable ou inutilisable. J'adore cette formule de Braudel. Ça a l'air comme ça, très simple, et en même temps c'est génial. C'est-à-dire, comment vous faites pour vous déprendre de quelque chose qui marche encore? C'est ça le gros problème, en particulier, certains d'entre vous savent que j'interviens énormément dans les entreprises. Comment une entreprise se déprend d'une production alors que cette production marche encore, mais il faut des gens suffisamment brillants et au nez suffisamment creux dans l'entreprise pour dire attention, ça nous a fait, si on continue à ne faire que ça va nous les faire. Et ça, c'est tout le problème de l'innovation, et c'est tout le problème des gens qui, à l'intérieur d'une entreprise, remettent en cause ce qui semble avoir fait la fortune, la pérennité de l'entreprise, parce qu'ils ont déjà pressenti que si on devait continuer encore, on finirait justement par renverser la source de richesse en gros problème. Puis l'abandonner quand il est devenu inhabitable ou inutilisable, en imaginer, en construire un autre, par exemple, à la fin du XVe siècle, laisser l'Orient pour l'Occident. Et c'est ce que va faire Venise, excepté que Venise, elle, ne va pas rebondir sur la mer, elle va rebondir sur la terre. La terra firma, la vallée du Pô, derrière Venise. L'Orient pour l'Occident, la mer Noire pour l'Atlantique. C'est des formules, ce sont des formules absolument fabuleuses. Montrer que l'enfer est capable, après avoir cru pendant très longtemps que le sens et la fortune, c'est à la mer Noire, comprendre tout d'un coup que c'est l'Atlantique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui fait bien de réfléchir, parce que, voilà, il se passe des choses comme ça en ce moment. Nous sommes dans une période où nous assistons à un transfert d'hégémonie globale entre les États-Unis et la Chine. Et si on ne comprend pas que le meilleur moyen de regarder la Chine, c'est pas en passant par les États-Unis, c'est peut-être en regardant directement vers la Chine, c'est-à-dire non pas de regarder vers l'ouest, puis vers l'extrême ouest qui finit par être l'est, mais aller directement à l'est. Enfin, tout ça sont des bêtises que je raconte, bien sûr. Et donc là, vous avez en vert, alors je vous le rappelle, je l'avais dit à propos de Lisbonne, vous savez que les Portugais, furieux d'avoir été snobés pendant des décennies, pour ne pas dire des siècles, par les Méditerranéens qui leur disaient, mais enfin vous, qui êtes vraiment pas branchés sur la Méditerranée, arrêtez vos bêtises. Quand, effectivement, ils ont compris qu'ils pouvaient récupérer, sur la côte de l'Afrique de l'Ouest,
puis ensuite dans les Indes. Nous en avons parlé à propos de l'extension de Vasco de Gama et de notre ami Afonso de Albuquerque. Quand ils ont compris qu'ils pouvaient récupérer en particulier des épices, du poivre, des choses comme ça, ils se sont dit, on va certainement pas faire la richesse de villes méditerranéennes en commercialisant là. Et c'est là, vous savez, où ils ont lancé Anvers. Le seul problème, évidemment, d'Anvers, qui va devenir, parce que là aussi, vous comprenez, les fougueurs, ils sont en train de comprendre tout doucement à Augsbourg, je ne sais pas si vous êtes jamais allé à Augsbourg, mais Augsbourg, c'est quand même assez enraciné dans les terres. Hein. Le Rhin n'est pas très loin, enfin, bon. Et les Augsbourg, ils vont très bien comprendre que s'ils n'ont pas de débouché sur la mer, ils se condamnent. Hein. Donc, ils vont, d'une certaine manière, se servir d'Anvers. Et c'est là où il va y avoir un problème. C'est-à-dire que Charles Quint, Philippe II vont se dire, oh là là, Anvers, oui, d'accord, bien sûr. Alors certes, les fougueurs sont toujours restés catholiques romains. Mais il y avait un vague soupçon qu'ils étaient catholiques romains parce qu'ils étaient les banquiers de la famille. Et que, deep down, comment dire en anglais, au fond, très fond, là, peut-être qu'ils avaient des sympathies avec la réforme. Anvers était devenue une ville réformée, puis avait été reprise par les catholiques. Enfin, d'abord, il y avait eu la Furia iconoclaste, puis la Furia espagnole pour reconquérir. Donc, Anvers n'était pas une ville très sûre. Et alors, c'est là où je crois, Braudel, c'est brillant. Braudel dit au fond, à un moment, sans même probablement, je sais Luther bien sûr en 1500 par le Cranach, Braudel dit très probablement à un moment, les Habsbourg ont compris que Anvers c'était génial, parce qu'on sortait de l'enfermement méditerranéen, qu'on n'était pas exactement dans la rivalité avec les Portugais, même si c'était les Portugais qui avaient trouvé Anvers, donc c'était un peu un problème, qu'on était à distance raisonnable des principautés protestantes, mais pas très loin finalement. La preuve c'est qu'Anvers pouvait, et puis que les provinces unies du Nord, vous comprenez, Philippe II a été élevé avec Guillaume le Taciturne. Guillaume le Taciturne, qui est devenu son ennemi juré quand il s'est converti au protestantisme, au point que très probablement le cardinal de Granvelle, le fils effectivement de Nicolas Pernod-Granvelle. Nicolas Pernod-Granvelle, c'est un personnage absolument étonnant. Il est né natif d'Ornans, comme Courbet. Aujourd'hui, tout le monde parle de Courbet, personne ne parle de Pernod-Granvelle. Mais à l'époque où Nicolas Pernod-Granvelle était le chancelier de Charles Quint, on disait en Europe, il y a 3 personnes importantes en Europe, le pape, l'empereur et M. Granvelle. Et ça, c'est fou. Et c'était des gens, effectivement, et le fils de Nicolas Pernod-Granvelle a été archevêque de Besançon, de Malines, de Naples, cardinal, etc. Il a joué auprès de Philippe II le rôle que son père avait joué auprès de Charles Quint jusqu'à ce qu'ils se séparent. Et très probablement, le cardinal de Granvelle a été un peu l'instigateur de l'assassinat de Guillaume le Taciturne au Prinsenhof à Delft. C'est quand même, c'est des choses un peu... Voilà. Et donc, à un moment, dit Braudel magnifiquement, les Habsbourg ont dû se dire, mais pourquoi on ne ferait pas passer une partie de la richesse venue des Indes, c'est-à-dire le Mexique actuel et le Pérou, l'or et l'argent, pourquoi on ne ferait pas passer ça par une ville catholique, pas trop au contact de la réforme? Gênes. C'est-à-dire une réorganisation des circuits financiers. Alors, ce n'est pas vraiment une réorganisation parce que Gênes a toujours été là. Mais on va, d'une certaine manière, donner à Gênes une autre chance. Puisque Gênes a tourné le dos à François Ier, puisqu'elle est venue vers nous Charles Quint, puisque, évidemment, la Casa Lonja de Mercaderes, c'est-à-dire ça, c'est construit par, évidemment, Herrera le Vieux, qui est à la fois peintre, sculpteur, architecte, et c'est l'endroit où arrive la richesse des Indes, à Séville. C'est aujourd'hui les archives des Indes. Mais à l'époque, c'était, si vous voulez, le grand bureau où arrivait, on déchargeait du Guadalquivir l'or et l'argent du Mexique et du Pérou, et on l'entreposait là, avant de le véhiculer à travers l'Europe pour payer les soldats en Anvers, pour acheter ceci, pour acheter cela, pour assurer les ravitaillements en céréales, pour les fabriques de munitions. Tout ça, ça partait de là. C'était concentré là, puis ça partait de là. Ça, sous Charles Quint et sous Philippe II. Et alors, Braudel dit, très probablement, pour éviter qu'il y ait des risques trop grands pris avec cette... Parce que là, c'était pas... Alors, bien sûr, il y avait la lettre de change, mais en fait, les Habsbourg faisaient voyager du vrai or et du vrai argent. Il fallait que ça aille dans les endroits où on en avait besoin pour le paiement. Et ils ont dit, c'est peut-être mieux si ça passe par Gênes, à charge pour les Génois de s'occuper de la distribution, des paiements, etc., plutôt que si ça passe par le Nord. Et Braudel appelle ça une très jolie formule, la simple venue du métal blanc. Le métal blanc étant l'argent, qui pendant très longtemps a valu plus cher que l'or. Lancer là-dedans, c'est compliqué. Et alors regardez bien, ça c'est tout à fait étonnant.
C'est-à-dire que vous avez ici, dans une église de Gênes, un tableau de Jan van Schorel, c'est-à-dire un tableau d'un peintre anversois. Donc on peut témoigner d'échanges, et peut-être même probablement d'un passage de relais, comme on va le voir dans une seconde. Le donateur est là, hein. Comme le personnage qui est un diacre ici porte des pierres dans sa dalmatique, c'est forcément Saint-Étienne, et nous pouvons penser que de l'autre côté de l'adoration des rois mages, il y aurait dû y avoir Madame, femme de, mais elle a dû décéder, et elle est donc remplacée uniquement par sa sainte patronne, qui est Sainte Marie-Madeleine, puisque vous avez son petit poudon blanc. Et voilà, effectivement, l'extraordinaire travail de construction génoise, l'architecture de la du tremblement de. Et alors, évidemment, dans le fin fond de votre cœur et de votre culture, vous avez dit, il raconte n'importe quoi, ça c'est la maison de Rubens à Anvers, et vous avez raison. C'est la maison de Rubens à Anvers. Il n'y a pas de bâtiment plus typiquement génois hors de Gênes que la maison de Rubens à Anvers. Ça c'est absolument extraordinaire. Vous avez là, typiquement, on va voir pourquoi dans un instant. Mais c'est pour bien montrer que, certes, Anvers était venu jusqu'à Gênes, avec le tableau que nous venons de voir, au moment où Anvers a mené le jeu, effectivement, de la finance européenne, mais très vite, le témoin a été passé par les Habsbourg, non plus à Anvers, mais à Gênes. Et si vous êtes sur la place, vous savez qu'il y a les deux maisons sont à côté. C'est-à-dire que là, vous avez la maison de Pierre-Paul Rubens, fils, époux et père. C'est là où il vit avec ses deux femmes successives, Isabelle Apante et Hélène Fourmont. C'est là qu'il élève ses enfants, c'est là qu'il reçoit ses amis. Le maire de Anvers, Nicolas Rocox, tous les gens qui travaillent pour lui, voilà. Et là, vous avez la maison de style italianisant, où est, bien sûr, l'atelier. C'est là que travaille Pierre-Paul Rubens, le peintre. Et ça, la schizophrénie heureuse entre le grand bourgeois, qui n'était pas au départ, mais qui est devenu le grand bourgeois anversois, diplomate, homme de culture, ami de Nicolas Fabrique-Péresque, le centre de la République des Lettres, etc., c'est évidemment à gauche, hein, dans la maison hollandaise. Mais le travail de Pierre-Paul Rubens, le peintre, c'est dans la partie italienne, bien sûr. Hein. Et alors, on sait qu'entre 1604 et 1608, puisque vous le savez, Rubens quitte les Flandres, enfin Anvers, en 1599, il y revient 9 ans après, en 1608, averti par une lettre, malheureusement pas un télégramme ou un email de son frère Philippe, mère mourante, rentre, il va crever je ne sais combien de chevaux sous lui, il arrivera trop tard, évidemment, pour revoir sa mère, à qui il voue une admiration sans borne, puisque vous savez que son père, en exil en Allemagne auprès de Guillaume de Taciturne, son père était tombé amoureux et avait une liaison avec la femme de Guillaume de Taciturne. Et donc normalement le père de Rubens aurait dû être exécuté, puisque quand vous touchez au corps privé de la femme du prince, vous touchez au corps public du prince. Et donc vous êtes évidemment dans un rapport de haute trahison. Et le père de Rubens aurait dû avoir la tête tranchée. Et c'est Madame Rubens qui s'est traînée au pied de Guillaume de Taciturne pour le supplier effectivement de ne pas condamner son mari. Et donc Rubens vouait un amour filial à sa mère, et il a essayé de rentrer pour la revoir avant qu'elle ne meure, il n'a pas pu. Hein. Et là, effectivement, vous avez l'église de Jésus, parce que en même temps que Gênes se déploie, vous avez une autre force qui n'est plus économique, mais qui est intellectuelle, qui se déploie en Europe à l'époque, qui est la compagnie de Jésus, les jésuites. C'est-à-dire la reconquête des élites et des intellectuels par la vraie foi catholique, apostolique et romaine. Et ça passe par la création des maisons d'éducation, des résidences, des églises. Ici, vous avez l'église de Jésus à, effectivement, Gênes, où Rubens va réaliser deux, effectivement, tableaux très importants. Un tableau ayant rapport au texte évangélique, c'est la purification du Christ, c'est-à-dire la circoncision. Vous voyez d'ailleurs que Marie, ici, est en train de se détourner pour ne pas voir le sang de son fils, sa souffrance, de l'anticipation du sang qu'il sera amené à verser plus tard de manière absolument terrifiante pour le salut du monde. Psychologiquement, et alors ça c'est très intéressant, parce que vous sentez bien qu'on n'est plus dans une vision dogmatique. On est dans une vision qui est totalement psychologique. Normalement, si la Vierge, c'est bien la Vierge, elle sait bien que le Christ, son Fils, doit verser son sang pour le salut du monde, et elle devrait normalement faire un peu abstraction de ses rapports maternels et filiaux en pensant au grand dessein de Dieu sur l'humanité, qui est de sauver le monde par le sacrifice de son Fils. Mais là, visiblement, on est en plein dans la psychologie maternelle. Oui, ben c'est pas fou.
Il sait bien que le dogmatisme, ça marche de moins en moins, mais la psychologie, ça marche à fond. Évidemment, vive le mélodrame, Margot a pleuré. C'est ça. C'est ça. Et puis, alors, comme on est quand même chez les jésuites, il faut bien un petit miracle de Saint-Ignace, quand même, parce que sinon, voilà. Donc, un miracle de Saint-Ignace, une purification très psychologique, faut-il vous l'emballer, le contrat public est fait. Et alors maintenant, ben, il commence à dessiner. C'est-à-dire qu'il commence à dessiner, effectivement. Alors, ah, c'est fabuleux. Rubens, on va en reparler dans un instant, a fait un livre qu'il a consacré à l'architecture de Gênes, tellement il a été affolé quand il a vu l'architecture de Gênes. Il a dit ça vraiment, ça ressemble pas aux Flandres, à chez moi. D'où le fait qu'il a, bien sûr, à partir des dessins qu'il avait fait à Gênes, il a, à son retour, quand il s'est installé, quand il a eu pignon sur rue à Gênes, il a fait reproduire sa fascination pour les maisons génoises à Anvers, chez lui. Et alors là, vous avez effectivement une édition des Palazzi di Genova, des palais de Gênes, qui sont un livre, je vais vous montrer l'édition originale tout à l'heure, un livre absolument fabuleux de dessins d'architecture que Rubens a fait pendant qu'il était à Gênes et pendant qu'il peignait les membres des grandes familles aristocratiques. Il peignait aussi les palais pour rapporter ça dans le nord de l'Europe en se disant ça se vendra toujours, ça donnera des idées aux gens. Voilà, c'est ça le but. Et alors Braudel vous dit village haut perché et arriéré où les nobili vecchi de Gênes ont leur fief et des vassaux paysans volontiers hommes de main. C'est-à-dire que jusque-là, l'aristocratie n'avait jamais résidé à Gênes. Gênes, c'était une ville où s'arrêtaient les marchands et les pèlerins. C'est-à-dire les pèlerins qui partaient vers la Terre Sainte ou qui revenaient de la Terre Sainte. D'où le fait que vous avez, pour ceux d'entre vous qui connaissent bien Gênes, vous avez une église pratiquement au bord du port, qui doit s'appeler l'église de Saint-Jean-de-Dieu, probablement quelque chose comme ça, qui était à la fois une église, mais aussi un hospice, un lazaret, c'est-à-dire un endroit où les gens qui revenaient malades de la Terre Sainte pouvaient se reposer et essayer de se soigner pendant quelques temps. Beaucoup ne repartaient jamais, et finissaient dans la Méditerranée. Mais bon, mais voilà, et ça c'était quand même... Et alors du coup, la ville elle-même était entièrement livrée à l'activité économique et à l'activité effectivement du pèlerinage, et les aristocrates, les chevaliers, vivaient dans des villages haut perchés avec palais et donjons, sur les hauteurs bien sûr. Et donc ça, c'est en 1622, quand il publiera à Anvers les Palazzi di Genova, dont il y avait récemment, au moment de l'exposition sur Rubens, au Louvre-Lens, ils avaient pris, évidemment, l'édition originale, ils l'avaient ouvert sur une des illustrations. Rubens a reproduit tous les palais absolument fabuleux que la nouvelle noblesse. Alors, pas ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire les nobili vecchi, pas les vieux nobles. Là, c'est les nouveaux nobles. Ça, c'est vraiment les parvenus. C'est des gens qui, il y a 3 ou 4 générations, faisaient du commerce de primeur entre la Sicile, entre la Sardaigne et la Corse et Gênes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas à Gênes où c'est entouré de montagnes où il y a la mer devant, vous allez faire pousser tout ce dont vous avez besoin pour croûter. Il faut que ça vienne d'ailleurs. D'où ça venait? Ça vient d'en face. D'où ça vient d'en face? Ça vient de Corse et de Sardaigne, bien sûr. Bon, une fois que vous avez mis un petit étal de nourriture bio sur les quais là à Gênes, évidemment, vous avez tout le monde qui vient acheter votre nourriture, parce qu'il n'y a rien d'autre à acheter, forcément. Vous faites de l'argent. Si vous arrivez à traverser les tempêtes, vous produisez, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Bon, à un moment, vous vous dites, c'est un peu cloche, pour moi, de faire la traversée comme ça à longueur de temps. Je vais organiser, puisque j'ai un peu de sous, pour qu'il y ait des gens qui fassent la traversée pour moi. J'irai surveiller les cultures de temps en temps. Je prendrai le bateau de temps en temps, ni vu ni connu, je t'embrouille pour voir si ça marche. Mais je m'installe. Et c'est ce qu'on appelle le développement immobilier de la fortune. C'est-à-dire que, et alors, on ne va pas aller se foutre dans des villages haut perchés pour revendiquer une aristocratie chevaleresque qui est complètement dépassée. L'aristocratie qui compte, là, c'est les sous. Et où est-ce qu'on fait des sous? À la ville. Parce que quand vous êtes là-haut sur votre montagne perchée, je vous demande comment vous faites circuler les lettres de change, le numéraire, la poudre de métal blanc, etc. Non. Donc, il faut être en ville. Et là, en ville, effectivement, vous allez faire dans l'immobilier. Puis, une fois que vous aurez acheté 1, 2, 3 terrains, fait 2, 3, 4 palais pour donner à vos enfants, etc., vous direz, bon, ça serait bien, maintenant, il n'y a plus besoin d'investir dans l'immobilier, on pourrait peut-être investir pour investir. C'est ce qu'on appelle la finance. Et là, c'est le déploiement normal d'une économie capitaliste. Puis au bout d'un moment, vous êtes pris d'un tout petit peu de... Vous dites, oh, quand même, la finance, c'est un peu artificiel, tout ça, ça fonctionne un peu sur le spéculatif. Donc on va aller racheter de la terre là d'où on vient. Et c'est la reconstitution, effectivement, de grandes propriétés terriennes par des gens qui, 5 ou 6 générations avant, étaient probablement des petits producteurs de légumes, etc. C'est ça l'histoire de Gênes. Braudel raconte ça admirablement, c'est éblouissant la façon dont il
Et alors, regardez, hein, voilà, il faut bien qu'on ait compris que personne n'a à savoir d'où on vient. Parce que l'essentiel, c'est comment on est maintenant. Et là, toute l'architecture est destinée à illustrer un présent dont la fonction est de dissimuler le passé et d'ouvrir sur l'avenir. Et donc, l'essentiel, c'est que ça soit mieux chez moi que chez mes voisins. Je suis désolé, l'expression est un peu vulgaire, mais c'est ce qu'on appelle construire plus haut son cul. C'est ça, voilà. Et c'est pour ça que la Strada Nuova, c'est comme c'est. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terrain, mais il faut aussi quand même qu'on soit un peu plus haut que ceux qui ont déjà construit. Sinon, ça ne le fera pas. Et donc, on va faire de plus en plus haut. Et alors, regardez Rubens, il adore ça. Il dit, mais ça n'a jamais... il n'y a jamais eu une maison à Anvers qui ressemblait à ça. Et même les intérieurs, la disposition des pièces, il vous fait les intérieurs aussi, pour que vous voyez comment ça marche, ici. Il vous fait même des plans au sol, pour que vous puissiez reproduire chez vous, quand vous lirez le livre. Au moins, si vous achetez en 1622 le livre de Rubens, vous puissiez vous dire, oh, ben, je vais faire venir mon entrepreneur, et puis je vais lui dire, non, tout ça, il faut que ça soit génois chez moi. Parce que Gênes, c'est, voilà, c'est la grande ville du moment. Et alors, évidemment, le mieux, c'est quand même d'arriver aussi à faire quelques tableaux. Et alors, là, je dois dire, c'est extraordinaire. Parce que si vous n'aviez pas compris qu'ils vivent un peu dans le lamé, hein, là, vous comprenez. C'est la marquise Brigida Spinola Doria. Alors, les Spinola, au début, ça doit être effectivement des maraîchers. Hein. Les Doria, l'avantage pour une Spinola d'épouser un Doria, c'est que ça fait gagner un peu de chemin dans l'ascension sociale. Oui, ça, c'est sûr. Et ça, c'est la marquise Brigitte Spinola Doria, hein, peinte par Rubens. Hein. Tout ça, ça a été vendu à la fin du 19e siècle, quand il n'y avait plus de sous. Hein. Donc on a vendu tout ça, c'est à la National Gallery à Washington. Et ça, je ne peux pas vous en proposer d'autres représentations, parce que c'est dans une propriété aristocratique du sud de l'Angleterre qui s'appelle Kingston Lacey, dont le propriétaire est passé par Gênes à un moment où ça n'allait pas du tout au point de vue financier. Il a ramassé 5 ou 6 portraits d'aristocrates du XVIIe siècle par Rubens, qu'il a fait transporter de sa propriété en Angleterre dans le Wiltshire, et qu'il déploie maintenant sur les murs. C'est assez étonnant. Et alors vous voyez que, je veux dire, si vous ne saviez pas que c'est une ville qui s'intéresse à l'argent, vous avez qu'à regarder les robes des dames. Là, vous sentez que c'est très argenté. Voilà. Et alors, ce qui est génial, c'est ça. Ça, c'est la marquise Geronima Spinola, mais peinte par Van Dyck, qui 20 ans après son patron va passer par le même endroit, par Gênes. Et comment ça se fait qu'il passe à cet endroit-là? Ah, c'est une histoire un peu risquée. Vous avez ici un portrait de Van Dyck, dont on n'a jamais su si c'est le portrait de Van Dyck jeune par Rubens, au moment où Van Dyck travaillait pour lui, ou un autoportrait de Van Dyck, évidemment par Van Dyck, au moment où il travaillait dans l'atelier de Rubens. Si vous allez aujourd'hui dans la maison de Rubens à Anvers, dans la partie effectivement italianisante, vous verrez l'autoportrait ou le portrait. Mais c'est le dernier moment où ils auront un contact. Parce que vous voyez la dame là, qui s'appelle Isabella Brandt, qui est la première femme de Rubens, peinte, dessinée à droite par son adorable mari, Pierre-Paul. À gauche, elle est peinte par Van Dyck. Et il semblerait que la première femme de Rubens n'ait pas été tout à fait insensible au charme de ce délicieux jeune homme, plein de promesses. Du coup, le jeune homme a été expulsé un peu brutalement de l'atelier. Et alors là, Van Dyck étant qui il était, il s'est dit, c'est comme ça. Bon, ben moi je vais repasser par les endroits où est passé le patron il y a 20 ans, et je vais montrer que le patron c'est bien, mais moi c'est mieux. Et du coup, il est allé à Gênes. Et là où on n'avait que du blanc et de l'argent, il a fait que du noir et que de l'or. On vous a un peu abusé avec des choses un peu clinquantes. Hein. Vous vous êtes laissé prendre parce que vous étiez jeune, vous ne savez pas ce que c'était que la peinture. Maintenant, vous voyez, moi, Van Dyck, je suis quand même un peu plus important que celui qui est passé ici il y a 20 ans. Je vous montre que l'élégance suprême, c'est la discrétion. Le côté lamé, là, brillant et tous ces feux, c'est quand même un peu plouc, vous voyez les choses comme ça. Mais là, l'exquise discrétion, ça n'empêche pas les origines maraîchères, hein, ça n'empêche pas la Sardaigne, les petits bateaux, non, mais c'est, voilà, c'est quand même assez net, c'est pas le même fonctionnement. Et ça, c'est génial, c'est absolument génial. Van Dyck se fait une clientèle et une réputation en disant, on vous a montré un truc, et honnêtement, je vais vous montrer le contraire et vous allez voir, vous allez préférer.
Vous avez là, c'est tellement plus classe, finalement. Et c'est très classe, il faut bien dire. C'est absolu, c'est vertigineux d'élégance. Dieu sait que j'adore Rubens, vous savez, mais alors il faut dire, là, et c'est 20 ans après. Hein, et il est dans les mêmes endroits. Il fait les filles dont Rubens a fait les mères. Hein, c'est clair. Et il a dit, vous voyez, le noir, rehaussé d'un peu d'or, ou qui sait d'un peu de rouge. Parce que là, à gauche, vous avez ce qu'on appelle le bozzetto, c'est-à-dire qu'il a présenté à sa cliente, qui s'appelait Elena Grimaldi Cataneo, il lui a présenté le visage, et il lui a dit, vous me donnez la commande pour le reste du... Et elle lui a dit, ah, c'est pas mal, vous pouvez y aller. Et il a fait le reste. Et alors, c'est vrai que Rubens avait fait du noir aussi. Hein. Ça, c'est la marquise Maria Grimaldi et son nain. C'est toujours à Kingston Lacey, cette propriété du sud de l'Angleterre dans le Wiltshire, où, effectivement, voilà. Et regardez, bon, ça, c'est Giancarlo Doria. Au Palais Spinola, Giancarlo Doria. Ça, c'est Rubens. Ça a une gueule fantastique. Mais c'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se jette. Quand Vandyck passe 20 ans après, il dit, est-ce que c'est très raisonnable, ce côté un peu, là, de s'imposer, avec qui voulez-vous lutter, etc. Regardez, il y a tellement plus d'élégance, une sorte de nonchalance, de revenu de tout, et qui laisse flotter les choses et la surprise. C'est extraordinaire. C'est une histoire de fou. Et alors on voit bien qu'à l'époque, parce que quand même, Rubens et Vandyck, c'est pas exactement les derniers des derniers dans l'histoire de la peinture à leur époque. S'ils sont irrésistiblement attirés par Gênes, certes, Rubens d'abord, qui désigne par jalousie et par prise de contre-pied le terrain à Vandyck. Mais où est-ce qu'ils vont peindre? Ils vont peindre à Gênes. Et alors vous le savez, Gênes, il y a tous les palais. Et ce qu'on appelle les palazzi dei Loggi, c'est des palais qui sont inscrits sur un registre. Et quand ils passent des visiteurs importants à Gênes, le Sénat de la ville distribue les visiteurs. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas encore le mandarin oriental, etc., etc. Non, non. Quand ils passent des visiteurs importants, vous êtes dispatchés dans un palais d'une famille aristocratique. Et évidemment, il y a des 4 étoiles, il y en a 3, qui peuvent simplement recevoir les rois, éventuellement le pape, les cardinaux et les princes du sang. En dessous, vous avez les ambassadeurs, et puis en dessous, vous avez les aristocrates ordinaires, mais pas inintéressants, qui sont là. Et donc, vous avez une classification, c'est comme le Michelin, si vous voulez, des palais de... Voilà. Et en fonction de votre rang, quand vous arrivez à Gênes pour un séjour, même court, vous vous présentez au Sénat de la ville, et au Sénat de la ville, on vous attribue un endroit. On vous dit, vous allez aller chez le prince Intel, chez... Voilà. Alors, il y a 3 ou 4 générations, il n'y a pas plus prince que vous et moi, hein, mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Et alors, évidemment, c'est toujours des espaces un peu vertigineux, et en hauteur, et en dimension intérieure. Hein. Vous voyez, le Palais Rosso, le Palazzo Rosso que vous venez de voir ici, vous l'avez effectivement ici, vu du palais Doria Tursi, vous savez, le grand palais qui sert de mairie, de l'autre côté de la rue. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a la rue, hein, entre ça et ça. Ça, c'est une terrasse au premier étage du palais Doria Tursi, ce qu'on appelle en italien un giardino pensile, un jardin suspendu. Hein. Et en face, vous avez toute la hauteur du Palazzo Rosso, hein, y compris, évidemment, la petite référence palladienne avec l'alternance des frontons triangulaires et des frontons curvilineux. Et vous voyez que les fenêtres sont absolument démesurées, parce que quand vous avez des fenêtres sur une rue étroite, avec des maisons qui sont très hautes, il faut qu'elles soient aussi grandes que possible pour récupérer effectivement un peu de soleil, sinon vous n'y voyez rien. C'est pas tout que d'avoir des beaux Rubens sur vos murs, il faut encore que les gens les voient, ils viennent vous voir, sinon c'est un peu dommage. Et alors, juste pour m'amuser, prenons une famille, alors là aussi, très, c'est même pas les Doria, c'est pas les Spinola, ils s'appellent les Lobellini, c'est très bien, mais c'est pas le top du top. Hein. Alors, Balthazar, bon, évidemment, il a son palais. Bartholomé, il a son palais aussi. Philippe, il a son palais Itou. Jacques, Giacomo, il a son palais. Et Niccolò est le seul de la peinture. C'est-à-dire ici, bien sûr, un Filippino Lippi. C'est fou. Quand vous pensez que dans une même famille, vous allez voir sur la Via Balbi ou sur la Strada Nuova, une abondance de palais absolument extraordinaire. Hein. Alors, Braudel, résumant un tout petit peu ça, dit au XVe siècle, s'installer sur le chemin de l'or entre Afrique du Nord et Sicile. Au XVIe, se saisir par l'Espagne d'une partie du métal blanc des mines d'Amérique. Au XVIIe, grossir à nouveau l'exploitation marchande au prix d'exploitation manufacturière. Et ça, c'est très important. Vous sentez bien que dans la période de la fin du XVIe, on a abandonné toute forme de production réelle en faveur du pur spéculatif financier. Quand en 1627,
la Cour d'Espagne va faire faillite, on va se dire, alors là, il s'est passé quelque chose. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie. Si ça vous rappelle des choses, voilà. Plus ça change et plus c'est la même chose. Et là, Gênes va avoir l'intelligence de réinvestir dans l'industriel. Proto-industriel. C'est-à-dire qu'ils vont recommencer à dire, attention, nous ne gagnerons pas de l'argent simplement en le faisant circuler, nous gagnerons de l'argent en produisant. Amsterdam, qui arrivera juste après, dira, ouais, produire c'est bien, financer c'est bien, mais faire circuler les marchandises c'est mieux. Vous encombrez pas la production c'est toujours un peu embêtant, parce qu'il faut des endroits où produire, il faut des gens qui... Mais faire circuler, c'est génial. Là, vraiment, là, on peut arriver à quelque chose. Voilà. Et ça, il y a toutes les époques, pratiquer la banque et la finance selon les circonstances du moment. Et ça, c'est la grande idée de Braudel sur Gênes, c'est qu'il y a toujours eu à Gênes une sorte de tension entre la fascination du financier et la nécessité du productif. Et que dans ses meilleurs moments, Gênes a trouvé un équilibre entre la création de richesse par quelque chose qui est un peu de nature spéculative, hein, peut-être qu'on appellerait aujourd'hui le bitcoin, si vous voulez, hein, voilà, et puis en même temps la réalité de la production. Mais c'est fascinant quand vous regardez, c'est fascinant quand vous lisez Braudel, parce que là, ça devient tout d'un coup, vous dites, ah, quand même, tomber sur une intelligence si fabuleuse, on se croirait presque intelligent en le lisant. Mais ça, c'est le palais de Niccolò Lomellino qui est sur la Strada Nuova que j'aime infiniment. Alors là, c'est toujours un petit peu embêtant parce que c'est plein de ce qu'on appelle des trophées antiques. C'est-à-dire, c'est plein d'une référence à la gloire militaire qui n'a vraiment jamais été le don particulier de cette famille-là. Hein. À l'intérieur, vous avez évidemment de somptueux travaux de stucs pour dessiner de fausses ouvertures avec des fausses voûtes, des fausses coupoles elles-mêmes faussement ouvertes sur le ciel, etc. Vous avez des escaliers magnifiques. Et alors, la plus belle chose, si vous allez un jour à Gênes et que vous puissiez voir le palais de Niccolò Lomellino, c'est à mon avis un des plus beaux, parce que derrière, il y a le jardin. Et ça, c'est magnifique. Jardin suspendu, évidemment, parce que vous ne pouvez pas avoir le jardin au niveau de la rue. Au niveau de la rue, tout l'espace est occupé par la construction. Mais dans la colline qui s'élève déjà au bord de la Strada Nuova elle-même, vous faites apparaître effectivement ce jardin absolument magnifique. Et d'un seul coup, c'est vrai que vous avez à la fois, d'une certaine manière, l'ouverture sur le monde, et sur le monde un peu dur, un peu cruel, de l'échange quantifié, de la circulation des objets, mais aussi surtout du numéraire, de l'argent, de l'or, des lettres de change, etc. Et puis derrière, vous avez effectivement le jardin. Les deux aspects de la vie, c'est-à-dire le negotium, évidemment sur la rue, l'otium à l'arrière, ça c'est vraiment magnifiquement fait. Et alors évidemment, à partir de 1627, Braudel vous dit, Gênes va rester une ville importante, c'est une ville qui va en particulier jouer beaucoup sur la monarchie française, la monarchie absolue française. Gênes sera très proche de la monarchie absolue française, ce qui lui vaudra d'ailleurs un certain nombre de déconvenues financières, c'est-à-dire que, bon, voilà. Et paradoxalement, Gênes ratera le développement de l'Angleterre et l'apparition de l'Angleterre comme la grande puissance alternative, à la fois par une réforme qui n'est pas une réforme aussi radicale que les réformes allemandes, et en même temps aussi par le développement, quand même, à propos de la réforme, d'une sorte comment dirais-je, de respect et d'ennoblissement de cette figure qu'on va assez vite appeler l'entrepreneur. Là, à Gênes, on est encore chez des marchands banquiers. On va passer à la figure de l'entrepreneur. Et Braudel, réfléchissant sur ce moment où Gênes, tout en restant un aspect important de l'Europe, devient un tout petit peu moins importante, ne serait-ce que parce que l'histoire du monde se déplace hors de la Méditerranée et hors de l'Europe du Sud. N'est-ce pas plutôt à cause de vieilles habitudes qui finalement auraient limité le cadre de pensée et l'imagination des hommes d'affaires génois? Et là, je crois que Braudel nous lance à nous tous un avertissement. C'est-à-dire que, effectivement, les nations européennes ont un devoir, et ça me paraît très mal parti, je ne vous cache pas, mais elles ont un devoir véritablement de ressaisissement de leur destin si elles veulent pouvoir s'en sortir. Hein. Le gros problème, Braudel ne le dit pas comme ça, malheureusement je vulgarise un peu sa pensée, je crois que, enfin, moi très souvent il m'arrive de dire, mais c'est un peu idiot bien sûr, et puis c'est très arrogant, et en même temps je crois que les gens comprennent bien que je le dis
parce que ça correspond à quelque chose dont des entrepreneurs m'ont parlé. Il y a un tout petit problème dans le succès, dans la réussite. Le succès ou la réussite, quel qu'il soit, entraîne toujours vers ce que le bon docteur Sigmund appelait la compulsion de répétition. Quand quelque chose a marché, nous avons tendance à le reproduire. Or, entre-temps, le réel a changé. Et quand nous essayons de plaquer ce qui a réussi dans un passé, même encore proche, sur un réel qui a déjà bougé, il y a une non-propriété du geste par rapport au réel qui est... Bergson disait magnifiquement dans Le Rire, quand on essaie de plaquer du mécanique sur le vivant, ça fait rire. Et c'est vrai que quelque chose qui a marché peut devenir assez vite une recette mécanique qui, quand on la plaque sur du vivant, apparaît extraordinairement non pertinente, et donc on se défend de cette non-pertinence par le rire. Alors il y a aussi cette difficulté à percevoir, je m'excuse, j'aurais dû le mettre entre guillemets, ce que Montaigne, exactement à l'époque, appelait le branle du monde, c'est-à-dire les endroits où c'est en train de bouger. C'est clair que quand vous lisez les dernières statistiques de Lipton du FMI et qui vous dit en 2050, il y a 3 économies dominantes dans le monde, la première c'est la chinoise, la deuxième c'est les États-Unis, la troisième c'est l'Inde, il faut réfléchir à tout ça, hein, parce que sinon, voilà. Bon. Et quand il vous dit d'ici 2050, c'est les dernières statistiques un peu massives publiées par le FMI il y a 3-4 mois, ils vont en publier un autre batch bientôt, mais voilà. Hein. Et c'est signé Lipton, le numéro 2 de Mme Lagarde. Hein. Et il dit... Il faut bien voir, c'est que d'ici 2050, plus de 50% de la croissance mondiale de la population se sera passée en Afrique. Or, je suis désolé, c'est très très mal ce que je vais dire, mais dans un contexte économique, de la croissance de population, ça veut dire des clients potentiels, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut bien faire attention où on vend, hein, et à qui on vend. Et puis, troisièmement, la consanguinité. Ça, je crois que c'est très important. Une des choses qui a un tout petit peu obéré la qualité du destin de Gênes, c'est le fait, vous l'avez senti, que tous ces gens portent les mêmes noms, se sont donc tous mariés entre eux. Et qu'on le veuille ou non, alors je ne parle pas de consanguinité ou manifestations physiques trop claires, mais il y a une certaine consanguinité de la pensée, qui fait qu'on finit par penser la même chose, à peu près tous, à propos des mêmes situations, et même à propos de situations différentes. Donc là aussi, collectivement, on commence à plaquer des réactions qui sont partagées par l'immense majorité des gens à l'intérieur d'une communauté sur une réalité qui a énormément bougé. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour une communauté. Toute communauté qui fonctionne dans une consanguinité intellectuelle est une communauté qui est en danger. Et je crois que c'est ça probablement que Braudel voulait dire quand il disait « N'est-ce pas plutôt à cause de vieilles habitudes qui finalement auraient limité le cadre de pensée et l'imagination des hommes d'affaires génois ?» Je vous remercie.